très content de passer après Jean-Arthur et Christophe, dans le sens où on s'est concerté au début de la mise en place de ce Sympo, et puis après on n'a pas trop confronté nos slides, mais il y a une cohérence assez intéressante et impressionnante, je trouve, dans tout ce qui vient d'être raconté. Et ce que je vais vous présenter, c'est comment, en s'intéressant à la sémiologie psychiatrique, on peut arriver à au moins proposer, pour l'instant c'est pas encore lancé, mais proposer un projet de recherche sur ce sujet, un projet de recherche que vous allez voir assez concret. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Donc en 2019, il y a Jean-Arthur qui proposait que la maison psychiatrique, elle venait de différentes cultures, différentes histoires, de différents fondements, qu'elle ressemblait à une vieille maison corse, qui était assez ancienne, mais qui tenait beaucoup debout et qui était habitable. Donc pour Jean-Arthur, en 2019, la maison psychiatrique, elle était habitable. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, en clinique, on arrive à faire quelque chose de cohérent, on arrive à avancer, on arrive à aider des personnes, à soigner des gens. Mais si on prend la perspective de la recherche, elle génère beaucoup de questions par la suite, hein, comme l'a montré Christophe. Les liens entre recherche et pratique clinique en psychiatrie sont vraiment très, très serrés. Mais de mon point de vue, la recherche psychiatrique, elle est en crise. Alors, je vais vous citer deux articles, enfin, notamment un qui a été fait par une équipe de méta-rechercheurs, donc des chercheurs de la recherche qui s'intéressent à la fiabilité de la recherche, à la validité de la recherche, à la reproductibilité de la recherche, et qui a montré en 2013, dans un article qui a fait beaucoup de bruit, que les études en neurosciences, ce qui inclut les neurosciences cliniques, les RCT, présentent globalement des études peu fiables. Peu fiables, avec une surestimation des tailles d'effets, avec une faible reproductibilité des études, et avec une puissance statistique très faible. Donc on peut se dire que c'est un truc isolé. C'était quand même un très gros article dans une grosse revue avec des chercheurs très connus. Ça fait beaucoup de bruit. Il y a quasiment 2000 citations de cet article. Et pour vous citer quelque chose de plus récent, sur les biomarqueurs, hein, parce que quand on s'intéresse à la recherche neuroscientifique globale, on va dire, en psychiatrie, c'est souvent les biomarqueurs qui sont cités. Quand on s'intéresse aux biomarqueurs, il y a une étude très récente de 2021 sur 162 biomarqueurs périphériques en psychiatrie qui montrent, par des gens qui y croient, hein, des gens qui sont dans le champ, des gens qui sont dans les neurosciences cliniques, qui montrent que les résultats sont globalement peu fiables, avec de nombreux biais, et qui concluent également avec un manque de puissance au niveau statistique. Donc ces deux études, mais vous voyez, quel que soit le champ, hein, donc le champ des méta-rechercheurs, des méta-chercheurs, eux, leur angle, c'est de dire que la recherche biomédicale, elle est en difficulté, elle est en crise, et donc ils concluent vers leur hypothèse de départ, c'est-à-dire qu'il y a une crise et on va essayer de l'objectiver. Mais même les gens qui sont dans le champ des neurosciences, dont moi je viens, concluent régulièrement, en prenant du recul, qu'il y a des résultats globalement peu fiables, avec un manque de puissance statistique qui se caractérise notamment par des échantillons faibles. Moi, je pense que sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et donc, la conclusion toujours de cette puissance, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut faire des plus gros groupes à chaque fois et qu'on va finir par trouver, mais je vous dis, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Et la maîtrise, pour nous, à l'AESP, elle est sémiologique. Elle est sémiologique et c'est ce qu'on défend dans nos discussions, c'est ce qu'on défend dans nos travaux en groupe, dans nos travaux individuels. Mais il faut être bien conscient que les fondements même de la sémiologie sont fragiles. Donc, c'est ce que j'avais présenté en 2019. La sémiologie psychiatrique, là aussi, hein, Christophe, pour reprendre ce que tu as dit, donc là, il y a la psychiatrie de précision qui s'est mise en parallèle de la médecine de précision. Et au XVIIIe, XIXe siècle, lors de l'établissement de la sémiologie médicale, la psychiatrie, elle a pris pour modèle la sémiologie médicale pour construire sa sémiologie. Avec un grand problème, c'est que la sémiologie médicale, elle s'est appuyée sur le postulat anatomoclinique, c'est-à-dire quand on étudiait le symptôme, eh ben, on trouvait une lésion, et en psychiatrie, on n'a pas trouvé de lésion. Et donc le postulat anatomoclinique à la base de la sémiologie n'est pas vérifié en psychiatrie. Et donc c'est pour ça que les aliénistes, les premiers observateurs, ont beaucoup insisté sur la symptomatologie subjective et la notion de vécu. Il y a eu plusieurs impacts. Les premières observations en psychiatrie, elles ne sont pas pures et dénuées d'idole, pour citer Bacon, mais elles se faisaient dans le terreau, dans l'épistémologie de l'époque. C'est-à-dire que les nosographistes du XIXe siècle, ils s'appuyaient sur les connaissances philosophiques, psychologiques, médicales qu'ils avaient. Et il y a eu plusieurs impacts comme ça. Donc il y a eu les premières observations qui ne sont pas dénuées de filtres. Il y a eu la révolution psychothérapeutique, pour ne pas citer la psychanalyse.
Et il y a eu les classifications internationales qui ont eu à chaque fois un impact sur la sémiologie psychiatrique. Alors, je vais insister un peu sur les classifications internationales parce que c'est quand même un des courants les plus représentés, notamment en recherche biomédicale, en neurosciences cliniques. Les classifications internationales, elles sont dévoyées à l'heure actuelle. Par exemple, quand la CIM elle a vu le jour, et notamment la CIM côté psychiatrique, s'est développée, le principe, c'était de faire de l'épidémiologie. C'était d'avoir un langage consensuel, de faire de l'épidémiologie, pas de la recherche physiopathologique. À l'inverse du DSM, qui est un vrai programme de recherche, pour aller au-delà de la recherche en épidémiologie, donc d'avoir un vocabulaire précis, d'être le plus athéorique possible, et de même plus parler de maladie, c'est-à-dire quelque chose où il y a une physiopathologie sous-jacente, mais de parler de troubles, avec un terme qui a été consacré par l'utilisation du DSM. Et donc le DSM, quand il est sorti, quand il s'est développé, a tenu beaucoup de promesses en termes de découvertes rapides, de résultats qui allaient être reproductibles, ce qui a été associé à de nombreux investissements, mais les promesses, elles n'ont pas été tenues. Et alors ça, ce contexte-là et cette critique-là, elle date des années 2000, c'est-à-dire quand il y a eu l'élaboration de l'agenda de recherche du DSM-5, ces questions, elles étaient déjà posées, avec l'idée qui disait, quand on va sortir le DSM-5, il faut un changement de paradigme, parce que là, avec le paradigme actuel, on n'y arrive pas. Il n'y a pas eu de paradigme alternatif dans le DSM-5. Alors je vous renvoie, pour ceux qui sont intéressés par ces questions, à l'introduction de la classification des psychoses endogènes, qui a récemment été traduit et nouvellement introduit par Jacques Fouché et Fabrice Bernat. Je connais pas l'auteur du milieu, je suis désolé, mais cette introduction est vraiment admirable. Donc les classifications, donc la recherche en psychiatrie, pour moi, elle ressemble à ça. Donc Jean-Arthur, quand on était à Nice, avait cité une maison à Corté en Corse, et moi je vous cite que la recherche en psychiatrie à l'heure actuelle, elle ressemble à ça. Elle ressemble au moulin de l'Hospice Comtesse à Lille, dans le Vieux-Lille, que vous pouvez visiter rue de la Monnaie. Donc c'est un très très beau bâtiment du XIIIe siècle qui a été rebâti au XVIIe siècle, mais c'est qu'une façade. C'est qu'une façade qui tient par des poteaux en béton à l'arrière. La recherche en psychiatrie, pour moi, à l'heure actuelle, c'est plutôt ça. Une belle façade, mais rien derrière. Alors, quelle perspective on peut imaginer ? Les perspectives que j'avais suggérées en 2019, c'était un Bourbaki de la psychiatrie, c'est-à-dire une redéfinition des termes psychiatriques de façon assez littéraire, de façon assez historique, et le développement d'une psychiatrie objective. Donc on verra que ces deux notions, elles sont très proches dans ce que je vais vous présenter par la suite. Alors, pourquoi une sémiologie objective ou une psychiatrie clinique objective ? Déjà parce qu'on peut le faire, à l'heure actuelle, on peut objectiver, mesurer de nombreux signes et de nombreux symptômes. Parce qu'on s'est beaucoup intéressé au vécu, et donc il y a eu un accent très très important et un focus très important sur le contenu du discours dans l'évaluation diagnostique en psychiatrie. Et on peut se demander si c'est la meilleure cible. Alors pour se demander si c'est la meilleure cible, je propose un pas de côté, comme on dit actuellement entre nous. Donc un pas de côté sur la recherche dans les émotions. Donc un intérêt qui m'a été suggéré par Fabien ici présent. Donc la théorie construite des émotions, c'est une théorie de Lisa Barrett, qui est une grande chercheuse dans la science des émotions. Et en fait, elle explique que la théorie classique des émotions, c'était de dire que pour chaque émotion, il y a une signature biologique particulière. C'est-à-dire que quand on trouve cette signature biologique, on va trouver de quelle émotion il s'agit, comme si chaque émotion elle avait une essence particulière. Mais en fait, les travaux montrent bien que les émotions, ça ne fonctionne pas comme ça. Et que les émotions, c'est une construction de plusieurs éléments qui intègrent les stimuli, les réponses physiologiques et l'expérience du sujet. Et en fait, quand un sujet va donner un sens à son émotion, va donner une explication, j'ai eu peur parce que, ça c'est quelque chose qui est construit, ce n'est pas quelque chose d'essentiel, si vous voulez. C'est quelque chose qui est secondaire avec ce qu'il a déjà vécu, avec le stimulus bien sûr, la réponse physiologique, mais c'est un mélange. Donc c'est-à-dire qu'on va s'intéresser beaucoup au vécu de la personne en disant j'ai eu peur parce que, mais en fait c'est peut-être le mauvais focus. En tout cas dans les émotions, ça a été montré que c'était le mauvais focus. Alors pourquoi également s'intéresser et peut-être faire un pas de côté sur les aspects de contenu du discours? C'est parce que dans 3/4 des cas, les psychiatres font un diagnostic durant les 3 premières minutes d'entretien. Et donc ça avait été cité par Clélia en 2019 dans tout un travail, toute une approche une discussion autour de l'intuition du clinicien. Moi je pense que c'est beaucoup d'analyses de très bas niveau qui vont faire qu'on va faire un diagnostic très rapide. Et quand on fait un diagnostic en 3 minutes, le contenu du discours,
On va s'y intéresser, bien sûr, parce qu'on fait de la psychologie médicale, parce qu'on va avoir un lien avec le patient. Mais on ne va peut-être pas organiser tout notre diagnostic sur ça. Loin de là même, parce que dans 3 quarts des cas, pendant les 3 premières minutes, le diagnostic est fait. Alors, je vais illustrer maintenant cette critique que je viens de vous faire à travers le prisme de la dépression. Alors, dans la dépression, voilà les premières descriptions de la dépression. Donc, on a souvent l'idée des premiers descripteurs sémiologiques comme des êtres qui étaient dénués de théories, dénués de filtres, mais c'est pas possible. Hein. Donc, on interroge toujours la science à l'époque où on est, avec les théories de l'époque. Et quand il y a eu les premières descriptions de la dépression, une des théories qui était très prépondérante, c'est ce qu'on appelle la théorie des facultés. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs sphères cérébrales qui ne communiquaient pas entre elles et qui étaient impliquées dans plusieurs facultés psychologiques. Et dans ces facultés psychologiques, on pouvait trouver, par exemple, l'humeur, par exemple, la folie. Et donc, il y a eu un mouvement de balancier au XVIIIe, XIXe siècle dans l'origine de la dépression, et notamment de la mélancolie, avec les partisans du primum movens, du noyau initial de la dépression qui était la folie, et les autres qui disaient non, c'est pas de la folie, c'est un problème d'humeur. Donc ça, c'était la première phase. Ensuite, quand il y a eu les classifications internationales, ce qui est intéressant, donc c'est des travaux qui ont été menés par Kendler, Kendler qui est un très grand nom de la psychiatrie, qui fait des articles épistémologiques, historiques admirables également. Donc Kendler, il a montré que si on reprenait tous les textbooks, tous les manuels de psychiatrie de 1900 à 1960, ben on prenait pas tous les symptômes pour décrire la dépression, alors que ça a été décrit, illustré par de nombreux cliniciens. Et donc ça a déjà été cité par Jean Arthur et plus précisément par Christophe, la dépression dans le DSM, 4 ou 5, c'est pareil, c'est extrêmement hétérogène. C'est-à-dire que si on prend les critères de base, on a plus de 220 combinaisons de dépression. Sur 1500 patients, donc on peut se dire, ouais, il y a 2-3 profils qui sont retrouvés chez tout le monde et puis le reste chez très peu de personnes. Ben non. Si on prend 1500 personnes, on retrouve 170 profils différents. Ce qui aboutit à ce genre d'absurdité ou de questions, c'est-à-dire qu'on peut avoir un diagnostic, 2 patients qui ont le même diagnostic sans aucun symptôme en commun. Et donc ça a été montré et décrit par plusieurs chercheurs, mais ce tableau il vient d'un article de Ostergaard en 2011. Ces critères, pourtant, ils sont utilisés dans la recherche actuelle partout. Hein. Regardez cet article, très bon article, hein, sur la psilocybine dans la dépression résistante, en 2022, novembre 2022. Les critères qui sont utilisés, c'est les critères du DSM-5. Donc, qu'est-ce qu'on a mesuré, qu'est-ce qu'on a observé si on peut avoir autant de combinaisons? Et 227 combinaisons différentes, c'est le chiffre bas. Hein. Il y a plus de 1000 combinaisons si on prend les différentes caractéristiques. Donc quelques résultats récents, ça nous amène à quoi les classifications internationales dans la dépression? Et ben alors, on ne trouve pas d'arguments en faveur de biomarqueurs qui peuvent signer le début ou prédire l'évolution de la dépression. Des chercheurs en biologie moléculaire montrent que les biomarqueurs candidats dans la dépression restent méconnus. Et à l'heure actuelle, donc il y a eu 800 patients avec tout un tas de variables différents au niveau moléculaire, au niveau biologique, au niveau neuropsychologique, au niveau clinique, ont essayé de prédire l'évolution avec de l'intelligence artificielle, l'évolution de la dépression. La prédiction, au mieux des modèles, elle a été modérée. Et ce qui était le plus important, le plus intéressant dans ce qui prédisait l'évolution, ben, c'était des critères cliniques, c'était un index de symptomatologie dépressive. Alors c'est pour ça que le projet dont je vais vous parler, c'est pour essayer de répondre à ces critiques, essayer de répondre à ces questions, c'est le projet Calypso. Donc Calypso pour clinique et analyse psychiatrique objective. Et donc Calypso qui est une nymphe elle-même, hein, pour préciser, une nymphe de la mer, qui a retenu Ulysse dans sa grotte pendant 7 années. Et Calypso, en grec, ça vient de Calypsein, qui signifie celle qui dissimule, celle qui cache. L'idée de Calypso, du projet Calypso, c'est de rendre visibles des manifestations qui étaient jusque-là cachées. Bon, c'est un peu poétique, hein, mais bon, il faut trouver des noms un peu stylés quand même pour les projets. Alors, les signes et symptômes de la dépression, heureusement, sont pour la plupart mesurables. C'est-à-dire, outre les signes affectifs, les signes qui vont se centrer sur le contenu du vécu du patient, l'humeur dépressive, la perte d'intérêt ou de plaisir, il y a beaucoup de signes qui sont observables, mesurables, quantifiables. Le ralentissement moteur, la réduction de l'activité physique, la tonalité de la voix, l'expressivité faciale, les mouvements de la tête, la posture, le fameux oméga mélancolique, donc qui fait partie de toute culture psychiatrique classique, mais qu'on ne retrouve pas dans le DSM. Cela dit, ce n'est pas l'objectif du DSM d'être un ouvrage sémiologique. Et alors, cet exemple de gravure du 19e siècle, d'une patiente mélancolique, avant
pendant l'épisode mélancolique et après, avec une rémission spontanée l'été. Donc on voit tout de suite qu'il y a des signes extérieurs à la dépression. Cette patiente, cette dame, elle a les épaules rentrées, elle a le visage baissé, elle a une mimique faciale qui évoque quand même de loin un oméga. Et donc le contenu de son discours, c'était de dire qu'elle ne pourrait jamais être pardonnée. C'était une religieuse. Alors comment on pourrait objectiver, mesurer, quantifier ces différents symptômes? Alors ce qu'on propose comme approche, c'est la vision par ordinateur. La vision par ordinateur, c'est un ensemble de procédés qui permet de comprendre des images, d'analyser des images statiques ou des images vidéo, de les appliquer à des analyses du comportement. Et alors je travaille sur ce projet avec Mohamed Daoudi, qui est professeur en informatique et spécialisé de cette question. La vision par ordinateur, ça permet de faire quoi? Ça permet de dire si c'est un cheval qui est en train de galoper ou un cheval qui est en position debout. Ça permet vraiment de comprendre une image. Alors, je reprends l'exemple de la gravure du 19e siècle que je vous ai montré. C'est-à-dire qu'on peut extraire un certain nombre d'informations à travers une image. On peut extraire la direction du regard, on peut extraire la vitesse de déplacement de la tête par rapport au tronc, la posture, les mimiques faciales. On peut extraire beaucoup de caractéristiques différentes sur une photo ou sur une vidéo. Donc ça, c'est une vidéo de Max Fink. Donc Max Fink, pour ceux qui ne connaissent pas, un grand nom de la psychiatrie qui a relancé l'activité d'électroconvulsivothérapie dans les années 70-80, spécialiste de la catatonie, et qui fait une interview d'une patiente qui a une dépression à caractéristiques psychotiques. Et donc, c'est des informations qu'on peut extraire et quantifier. Alors, les objectifs de Calypso, c'est de décrire, c'est vraiment d'avoir une approche descriptive des marqueurs objectifs de la dépression, d'essayer de quantifier la sévérité de la dépression avec les marqueurs objectifs, et d'étudier les fameuses caractéristiques cliniques mélancoliques, catatoniques, psychotiques, anxieuses, bipolaires, enfin ce qu'on peut considérer comme s'approchant des caractéristiques, mais avec l'idée que les caractéristiques dans le DSM, moi je trouve qu'elles font beaucoup de mal à la compréhension et au diagnostic des troubles de l'humeur. Et d'essayer de décrire l'évolution dans le temps, d'essayer d'avoir un profil pronostic, même si c'est très précoce dans le projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça doit poser des questions sur c'est quoi les éléments importants pour pouvoir faire ce genre de dispositif. Et bien, il faut s'intéresser aux outils qui sont utiles aux cliniciens pour poser un diagnostic et donc s'intéresser aux marqueurs de la voix, de la parole, de la prosodie par exemple, les marqueurs du visage, des gestes et des données physiologiques. Alors, ce qu'on sait faire, ou ce que mes collègues savent faire, parce qu'il y a plusieurs travaux qui commençaient avant qu'on puisse collaborer. Donc il y a la reconnaissance des émotions à partir des expressions faciales qui est possible de faire. Donc là, j'avais demandé à Mohamed Daoudi notamment d'utiliser son algorithme sur une vidéo qui est sur la chaîne de l'AESP pour prédire les émotions faciales. Ce qui est possible aussi de faire, c'est de prédire la sévérité de la dépression selon la vitesse de déplacement du visage, de détecter des données physiologiques de façon non supervisée et de les analyser. Et on a développé avec notre thésarde Eugene Wu une méthode de fusion des signaux multimodaux, c'est-à-dire que la parole, le mouvement, la posture, etc. peuvent actuellement être fusionnés grâce à différentes méthodes. Alors les étapes, c'est de recruter des patients qui souffrent de dépression. On est obligé de s'intégrer avec les critères du DSM, sinon la recherche à l'heure actuelle n'est pas possible. Mais après, on peut tout à fait imaginer quelque chose en 2 temps, mais on pourra en discuter si vous voulez par la suite. De mettre en évidence des sous-groupes homogènes de patients, de corréler les marqueurs objectifs et les marqueurs cliniques, et de décrire l'évolution des groupes dans le temps. Alors, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est pour nous, pour le groupe de l'AESP, urgent d'améliorer la validité des troubles psychiatriques. Je mets troubles entre guillemets parce que pour moi, il y a un certain nombre de troubles qui sont des maladies, c'est-à-dire avec une physiopathologie propre. Et la validité, c'est mesurer ce qu'on est censé mesurer. Moi, à l'heure actuelle, je pense qu'on ne sait pas ce qu'on mesure. Les classifications actuelles, il faut bien avoir conscience qu'elles ont des bases fragiles, parce que c'est les bases historiques de la psychiatrie d'il y a 2 siècles. Et Kendler dit dans une conclusion de ses articles que les classifications à l'heure actuelle, elles sont organisées selon les théories philosophiques du XVIIIe siècle. Donc c'est vraiment très très important de garder à l'esprit la fragilité sur laquelle on s'appuie. Et on ne fera pas l'économie d'une redéfinition des troubles psychiatriques, des symptômes psychiatriques, ce qui a été abordé par Jean-Arthur et par Christophe. Et donc la perspective de Calypso, elle s'inscrit dans cette redéfinition. L'idée, ça a été aussi, le lien bidirectionnel a aussi été montré par Christophe, d'améliorer l'homogénéité des groupes cliniques dans les études en psychiatrie et en neurosciences pour avoir des résultats plus fiables et plus valides. Et l'idée, c'est aussi d'appliquer cette méthode et ces méthodologies à d'autres situations.
la déconstruction de la schizophrénie, elle a commencé quand même depuis un bout de temps, notamment avec les approches épidémiologiques, mais la schizophrénie, c'est bien entendu un champ d'investigation extrêmement important dans ce genre de questions, avec les mêmes critiques que je viens de faire sur la dépression. Et alors, on a choisi la dépression comme paradigme, pour citer Robert Burton, donc auteur de Anatomie de la mélancolie au XVIIe siècle, qui disait déjà en son temps que la tour de Babel n'a jamais produit une telle confusion des langues, comme le chaos de la mélancolie produit une variété de symptômes. Je tiens à remercier toute l'équipe de l'AESP, auprès de qui toutes ces réflexions ont pu voir le jour, avec des débats régulièrement houleux et musclés, mais néanmoins passionnants, et les membres de l'équipe avec qui je travaille sur ce projet. Je vous remercie pour votre attention.